Thibaut Giraud, bonjour. Bonjour. Pardon. Hop, désolé, c'est quand je te dis go en fait. Oui, vas-y. Allez, 3, 2, 1, go. Thibaut Giraud, bonjour. Bonjour. Nous sommes de retour aux Utopiales pour une nouvelle année et on les en remercie de nous accueillir une fois de plus. Alors Thibaut Giraud, tu animes la chaîne Monsieur Phi. Et déjà, est-ce que tu veux te présenter et dire pourquoi t'es-tu rendu dans ce fantastique salon que sont les Utopiales ? Eh bien, oui, je suis le créateur de la chaîne Monsieur Phi et on m'a proposé de venir parce que ils ont remarqué que j'aimais bien la science-fiction. Hein. J'ai fait souvent des allusions à la science-fiction. J'ai fait des vidéos sur la science-fiction, même sur Greg Egan en particulier, où j'ai raconté des histoires qui ont un petit côté science-fiction aussi. Donc voilà, c'est sans doute ça qui leur a donné l'idée. Et je suis venu participer à 2 tables rondes où il est question de la notion de personne, d'ailleurs, dans les 2 tables rondes. Et d'IA dans la deuxième aussi. Et du coup, nous, on est une émission de politique. Ça va te faire plein de sujets différents. En plus, on est une émission politique de gauche, donc tu te doutes que l'actualité en ce moment, pour nous, elle est un peu K1, on va dire. Niveau philosophie, puisque tu as dit une chaîne de philosophie, comment ça va ? Il y a du neuf depuis Platon Oui, alors je suis pas du tout calé en philosophie politique, c'est vraiment pas mon aire de spécialisation, même si j'ai fait quelques vidéos là-dessus. Donc oui, il y a des nouveautés. La philosophie n'est pas morte il y a 2500 ans, heureusement. Elle a continué de vivre et il y a plein de choses intéressantes, plein de philosophes intéressants et voilà, plein de philosophes que je connais pas aussi, probablement. Donc c'est plus difficile d'en parler. Parce que la politique concerne tout le monde, du coup, est-ce qu'on n'est pas un peu tous des philosophes aussi ? On peut tous mener des réflexions philosophiques. Il y a, j'aime bien quand même l'idée qui est de la même façon genre de ne pas ramener la philosophie à un discours un peu général que tout le monde peut avoir voilà, dans son coin et de se dire qu'il y a aussi une expertise philosophique. Et justement, c'est une des choses que je reproche à des Enthoven ou comme ça, qui est souvent de ne pas intervenir en tant que philosophe, justement, au sens où normalement un philosophe, il a une aire de spécialisation, il connaît un sujet et il va s'exprimer là-dessus. Et je pense que c'est important de traiter la philosophie de la même façon. On ne va pas interviewer un physicien comme s'il avait un avis sur tout. On ne va pas considérer que tout le monde peut être physicien. On peut tous discuter de physique et réfléchir à la physique, bien sûr, mais pour moi, la philosophie serait quelque chose d'assez similaire au sens où, en fait, c'est des sujets précis d'études et il faut une expertise et voilà. Je fais des réponses trop longues. Je suis désolé. Non, t'inquiète pas. Tu parles d'expertise justement et tu as parlé d'Enthoven. Ma question, elle va être un peu directe, mais puisque tu parles justement de philosophes de la télé, on va dire, parce que Enthoven, BHL, tout ça, pour beaucoup de gens, c'est les philosophes de la télé. Est-ce que tous les philosophes qui passent à la télé ou qui sont plus exactement les personnes qui sont brandées philosophes sont condamnées à être des fraudes ? J'avoue que je peux pas vraiment en vouloir à quelqu'un qui voit Monsieur Phi ou Thibaut Giraud philosophe et qui a un préjugé négatif lié à ce qualificatif parce que de fait la façon dont on est représenté dans les médias très souvent c'est pas des personnes hyper compétentes pour s'exprimer sur les sujets sur lesquels on les interroge, donc quelque part je leur en veux pas mais comment et oui, du coup, je suis assez triste de voir comment est représentée la philosophie dans les médias de façon générale. Il y a des exceptions. À une époque, j'aime bien citer, mais il est mort maintenant, Ruyen Augien, qui est un philosophe que j'appréciais beaucoup, malheureusement, et qui était un peu médiatique, hein, pas hyper médiatique, pas au niveau d'un Enthoven ou mais voilà. Mais j'avoue aussi que je regarde pas tant que ça des philosophes qui s'expriment dans les médias, donc j'ai pas un avis très instruit non plus pour cette raison-là. C'est qu'en fait, voilà, ça m'intéresse vraiment pas, quoi. On va revenir peut-être au niveau des idées, justement, et des personnes. En fait, quand nous on s'intéresse à la politique et on a tendance à dire une personne qui s'exprime avec des idées qu'on n'aime pas, on l'appelle un idéologue. Et un philosophe, moi, en tout cas, ma vision c'est quelqu'un qui exprime des idées. Est-ce que tu serais capable de nous expliquer la différence entre un idéologue, justement, et un philosophe ? Et est-ce qu'il y en a ? Voilà, je vais demander des définitions parce que... Oui, justement, c'est un peu la question. Mais tu vois, un philosophe, ça a plutôt un préjugé positif, et alors qu'un idéologue, ça a plutôt un préjugé négatif. Qui va défendre une idéologie. Ouais. On va rarement dire de soi-même, est-ce que vous êtes des idéologues, du coup, parce que vous défendez... Ça se fait à gauche. Il y a des gens qui le font à gauche, mais parce qu'ils prennent le temps d'expliquer... Disons qu'il y a tout de suite un côté un peu négatif à ça. On a l'impression qu'on est en train de
de dire ouvertement qu'on fait de la propagande sans recul critique, quoi. Si on se dit oui, je suis idéologue, bonjour. Donc c'est un peu curieux. Je pense que je ne sais plus exactement quelle était la question, la différence entre philosophe et idéologue. En fait, entre un idéologue et un philosophe. Parce que pour moi, en fait, pour te préciser la question, en fait, pour moi, ce sont deux personnes qui expriment des idées. Pourtant, le terme idéologue est vu comme quelqu'un qui arrive dans le débat public pour imposer ses idées, alors qu'un philosophe, il y a une notion un peu plus... voilà. Je te disais en blaguant, il y a quoi de neuf depuis Platon, mais c'est un peu ça, sa notion, l'ancien, les idées, etc. Il y a un côté où l'idée est noble, et de l'autre côté, côté philosophie, et l'idée ne serait pas noble côté idéologie. Je pense ce qu'on pourrait faire comme distinction, je ne dis pas que ça recoupe forcément l'usage qu'on a du mot idéologue dans le langage ordinaire, je pense que tout le monde en a un usage différent, c'est pas le genre de terme qui est bien précis. De toute façon, c'est le genre de débat où si tu as des certitudes, c'est toujours bizarre. Mais je pense qu'on pourrait faire une distinction entre des personnes qui vont défendre une idéologie sans avoir de recul critique, notamment sans avoir de recul critique sur le fait qu'ils défendent cette idéologie. Et des personnes qui vont avoir ce recul critique et qui vont pouvoir défendre cette dimension idéologique de façon argumentée, parce que c'est pas parce que on soutient une position idéologique qu'on doit faire l'impasse sur la dimension argumentative de ce qui peut la soutenir. Donc voilà, on pourrait faire les philosophes se battent avec des arguments. C'est ça, en gros. Se battre, c'est peut-être pas le terme, mais... Si tu es conscient et si tu argumentes en faveur de ton idéologie, bah, tu es déjà un peu moins simplement idéologue. Si tu n'as pas conscience que tes propos véhiculent une idéologie et que tu n'es pas capable de l'argumenter, à ce moment-là, tu serais davantage simplement idéologue. Ouais. Pour en venir sur les termes des arguments, est-ce que tu écoutes le débat, enfin tu nous as dit, voilà, tu n'es pas un expert en philosophie politique, mais le débat public, est-ce que tu l'écoutes ou tu y es un peu hermétique? Je suis remarquablement hermétique. J'arrive à très peu suivre. Alors ça peut être un tort ou pas, mais je sais pas. J'ai l'impression d'être toujours noyé sous plein d'informations et j'arrive à relativement peu suivre la vie politique française. Vraiment. Mais au-delà de la vie politique, genre, mettons les personnes de côté justement. Pour en revenir, parce que moi, ce qui m'intéressait, pour la raison pour laquelle on a demandé cette interview, c'est parce qu'en fait, la philosophie, ça permet de parler d'idées plutôt que de la simple Paul-Paul, tu vois. Et l'idée, c'était de dire qu'est-ce qui te manquerait, selon toi, au débat public pour que, par exemple, tu t'y intéresses plus. Quelles idées ou quelle façon d'exprimer les idées? Bonne question. Je sais pas. J'avoue que je suis assez allergique à la parole politique. Je trouve qu'elle est toujours creuse sur le fond et la forme. Je pense qu'elle est déjà bon, c'est pas très intéressant à écouter dans la forme, c'est jamais très beau. Et puis simplement sur le fond, j'ai l'impression que c'est pas intéressant. J'arrive pas à m'intéresser à tout ça. J'ai l'impression que donc quelque part c'est très gentil de m'avoir invité, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui est très très intéressé par la politique du tout. Au contraire, j'ai plutôt une sorte de rejet. Et dans la mesure du possible, si je pouvais avoir le bonheur de ne jamais entendre parler de politique, j'en serais heureux. Ah oui, en un sens. Oui, c'est vraiment pas les. J'avoue que c'est pas une passion. Alors je sais que beaucoup de gens ont une vraie passion pour la vie politique. J'ai tapé beaucoup de gens ont une passion pour la vie politique, pour suivre surtout les aspects négatifs de cette vie-là. Et j'avoue que même ça, j'arrive pas à me passionner là-dessus. Ça m'évoque plutôt un dégoût et un rejet. Du coup, je vais me permettre une question un peu plus personnelle. Pourquoi avoir accepté cette interview, du coup, puisque on se brande à gauche toutes. Et alors, c'est pas un reproche, quoi que ce soit. Vraiment, ma question a rien de passif-agressif. C'est une vraie curiosité. T'as vu le nom à gauche toutes à tout hasard? Non, mais je sais pas. Moi, j'ai vu la proposition d'interview. Je me suis dit, pourquoi pas. Eux, ils doivent savoir pourquoi ils m'ont invité, parce que très clairement, je ne suis pas quelqu'un qui m'exprime particulièrement sur la politique en règle générale. C'est juste envie de... Et donc. Je pense à un truc aussi, c'est par exemple, j'ai fait des vidéos en un sens avec un contenu idéologique assez fort, par exemple sur la question animale. Okay. J'ai fait pas mal de contenu autour de ça. Je suis très souvent utilisé, du coup, je suis vraiment une ressource que les véganes aiment bien utiliser. Parce que j'ai fait, je pense, un travail pas trop mauvais pour synthétiser des grands arguments importants sur cette question-là. Et je ne sais plus pourquoi je voulais parler là-dessus. En fait, oui, voilà, parce que j'ai souvent détecté beaucoup de mépris sur cette question-là, en particulier, à droite aussi, évidemment, mais ça me choque davantage quand ça vient de la gauche, une sorte de mépris absolu pour la question animale. Et ça fait partie des choses qui m'ont toujours un petit peu gêné. Et
Quand tu parles de mépris, est-ce que Genre... c'est un... Pardon, si tu veux. Ouais, non, vas-y. Quand tu parles de mépris, parce que moi j'en vois deux. Il y a deux mépris, c'est le premier, c'est l'ignorance. C'est genre, ce n'est pas une question importante. Oui. Et la deuxième mépris, c'est par exemple les gens qui envoient des photos de barbecue à Sandrine Rousseau. Ah oui, non, je parle. Alors, évidemment, ceux-là, mais voilà, là à droite, bon, ça m'étonne pas. Il y en a à gauche. Hein. Enfin, à gauche Oui, c'est vrai qu'en fait. Tu prends Fabien Roussel. Fabien Roussel va pas jusque-là officiellement, oui, mais je pense que tu as largement des gens qui votent. Des Roussel Boy qui pourraient faire ça, oui. Et pas que, mais voilà. Mais tu vois, il y a deux types de mépris. Il y a l'ignorance et vraiment l'attaque frontale. Alors j'avoue que je pensais plus à l'ignorance et je me dis toujours c'est dommage parce que je pense que c'est une grande question sur laquelle il pourrait même y avoir un immense consensus parce que c'est profondément... L'argument est simple, fondamentalement, on fait souffrir de façon inutile des milliards et des milliards d'êtres sentients et c'est inexcusable. Sentience, des êtres capables d'éprouver de la souffrance simplement. Voilà, okay. Et c'est pas extrêmement profond. En un sens, ça devrait être le plus basique des engagements et pourtant c'est un engagement. Je me suis rarement pris autant de shitstorm sur ma chaîne que lorsque j'ai fait ces vidéos-là. Alors que... Est-ce que je peux me permettre de te poser un argument politique du coup ? Oui. Est-ce que le problème, c'est pas qu'en fait, le marché de la viande, le marché de la viande, ça représente des millions d'euros. En France aussi, il y a les charcutiers, il y a les grandes industries. Alors, c'est une question de gauche, mais est-ce que le problème, c'est pas le capitalisme du coup dans ce truc-là ou l'organisation du marché? Ah ouais, clairement, si on essaie quand on essaie de prendre des mesures pour diminuer la consommation de viande, clairement les lobbies de, je sais pas si on peut parler de lobby de la viande, mais si, clairement, les lobbies agricoles. En tout cas, oui, c'est ça. Parce que c'est plus large que ça. Donc, on vient de Bretagne, hein, mais pour oui, te dire. Donc, clairement, ils font tout en œuvre pour diminuer ça. Enfin, je sais pas. Là, récemment, par exemple, on a au niveau européen, on a interdit l'utilisation de steaks. Oui, voilà, on n'a plus le droit de parler de steaks végétaux. Voilà, merci, vraiment. C'était urgent. C'était vraiment important, quoi. C'était urgent. Donc oui, très clairement, il y a ce problème-là à ce niveau-là. Mais au niveau individuel, quand vous essayez d'avoir ce genre de conversation sur la question animale, très souvent, oui, ça vient vraiment d'une réaction instinctive qu'ont beaucoup de gens de balayer la question comme si c'était assez ridicule et souvent même comme si c'était un peu insultant parce que finalement si on se soucie des animaux, c'est-à-dire qu'on ne se soucierait pas des êtres humains ou je sais pas, il y a un petit côté genre concurrence dans le degré d'importance des luttes et l'idée que celle-ci elle viendra forcément après, quoi. Alors là j'essayais de réfléchir aux hommes politiques qui seraient intéressés à la question. Alors le seul que je vois là c'est Aymeric Caron, mais c'est compliqué. Ouais, c'est malheureux. Ouais, j'avoue que tu vois, typiquement, je pense que tu as plus de culture politique sur moi sur ce plan-là. Il y en a probablement. Ça serait quand même triste que ce soit le seul qui prend vraiment ces questions-là. Je vois Sandrine Rousseau qui s'intéresse beaucoup aux questions des souffrances de manière générale, mais il y a une notion très contestée, puisqu'il y a eu la loi fin de vie dernièrement sur laquelle elle s'exprimait. Et alors, c'est un autre combat, hein, la lutte contre la loi fin de vie. Mais c'est vrai qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est une question qui est relativement ignorée, et même dans les débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, alors au Sénat encore moins, mais c'est vraiment une question qui est totalement ignorée. Et tu vois, là, tu nous as parlé de politique pour le coup. Pour moi, oui, effectivement, en un sens, tu vois, je fais pas de philosophie politique sur ma chaîne, c'est vrai que j'en parle rarement. Pour moi, c'est plutôt des arguments de philosophie morale, en l'occurrence. Mes vidéos sur le sujet, je parle pas tant que ça de philosophie politique, c'est en plus les arguments moraux sur pourquoi est-ce que c'est profondément immoral. Mais évidemment, ça a une portée politique. Et disons que ça fait partie des choses. Je suis pas du tout, j'ai pas du tout l'âme d'un militant. J'ai pas spécialement envie de militer pour le bien-être animal, ce genre de choses. Enfin, je dis pas parce que je suis pas attaché à ça, c'est juste que voilà, j'ai vraiment plus un mode de fonctionnement, j'ai envie d'analyser les arguments, de m'intéresser à ces choses-là, et donc j'ai fait des vidéos sous cet angle-là. Et mais donc ouais, effectivement, il y a une dimension politique dans ces vidéos-là. Ouais. Oui. Justement, tu parles de philosophie morale, mais est-ce que c'est pas justement un souci qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas de plus en plus un manque de morale en politique? Je ne saurais pas exactement. Il y a un lien assez fort. Pardon, juste pour préciser, c'est en mode, est-ce qu'on n'est pas en train de plus en plus, avec une fenêtre de Horton ou même avec les politiciens qu'on a aujourd'hui, de plus en plus accepter l'inacceptable? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement remettre la morale au cœur de la politique pour vraiment aller vers l'essentiel? Je ne saurais pas exactement interpréter ta formule, donc j'ai peur de répondre à côté. Ah oui, vas-y. C'est une question très, très large. Je pense que l'intérêt quand on pose une question
Ah, je ne saurais pas bien répondre, je suis désolé. Disons que j'aurais tendance à me méfier de vouloir trop mettre des enjeux moraux dans les décisions politiques. J'ai l'impression que, comment dire, fondamentalement, il faut que si quelque chose est fondamentalement immoral, il y a un sens à l'interdire, disons par exemple. Donc à prendre une décision politique, organiser la société de telle façon à ce que ce soit interdit. Mais donc c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, pour revenir sur les animaux, si on reconnaît à quel point le traitement qu'on réserve aux animaux est immoral, ça justifie de changer la législation. Donc dans cette mesure-là, il y a une dimension politique. Mais je ne serais pas pour faire de ce modèle-là le principe même sur lequel on bâtit une législation. On ne cherche pas à rendre les gens bons par la loi. J'ai l'impression que c'est quelque chose de relativement douteux comme approche. Donc, mais l'idée, c'est le minimum syndical, c'est par exemple, ne serait-ce qu'il y a des migrants qui traversent la Méditerranée. Ce qui a fait en tant qu'être humain moral, en tant qu'humaniste, c'est de se dire on va pas les laisser mourir volontairement. Oui, là typiquement on retombe sur un truc où c'est vraiment tellement grave moralement que ça légitime de légiférer. Mais disons que la formulation que tu avais, enfin que ça légitimerait, malheureusement on est loin, mais disons que où on sent bien que le fait de permettre ça dans la loi est gênant. Ça ne devrait pas être permis. Mais disons dans l'absolu, l'idée de vouloir calquer les décisions politiques sur des règles morales, je ne serais pas prêt à généraliser ça. Mais c'est peut-être pas très clair. Non, c'était vraiment une question. C'était pas. Je vais tenter de trouver un entre-deux, parce que moi, parce qu'on arrive bientôt vers la fin, parce qu'en fait, nous, l'intérêt, c'est évidemment d'essayer de comprendre ta parole et la nôtre, puisque justement, c'est intéressant justement le décalage. Mais j'ai l'impression que, tu me dis si je me trompe, mais ce qui te gêne le plus, c'est que la parole politique est un peu en oui/non. Alors que de l'autre côté, c'est un échange d'arguments. Parce qu'à la fin, en politique, c'est pour ou contre. Enfin, il y a abstention, mais... Il y a une grande pauvreté du débat en politique de façon générale. C'est rarement... Enfin, ça n'existe pas, le débat d'arguments. Donc, oui, je suis assez d'accord sur ce point-là. Il y a quelque chose qui m'attriste très souvent, c'est lorsque une position devient une sorte de marqueur idéologique. On dit si on est de gauche, il faut soutenir ça, si on est de droite, il faut soutenir ça. Et ça devient très décorrélé des arguments qui justifient de soutenir ceci ou cela. Ça devient un marqueur identitaire. Un des trucs qui m'avait frappé, alors c'est plus pour la politique aux États-Unis, c'est que c'était devenu... le rôle de TikTok par exemple. Ouais. TikTok c'était devenu un truc genre c'est la gauche aux États-Unis défendait TikTok. Je sais plus pour quelle raison, mais c'était devenu une sorte de marqueur idéologique et donc il fallait défendre quand on était de gauche. Et à l'inverse c'était devenu un peu de droite d'être contre TikTok, en tout cas contre le fait que le. Et puis ça s'est inversé. Et puis ça, oui, enfin c'est devenu un peu bizarre. En fait, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on aurait pour très longtemps, mais il y avait ce truc là et je veux dire, et vraiment, ça m'avait frappé en voyant une émission qui est plutôt sympa en original, qui s'appelle Last Week Tonight, qui avait défendu TikTok. Et je trouvais ça ultra gênant. Tous les arguments étaient extrêmement mauvais. Et tu sentais que c'était purement parce que c'est un marqueur idéologique. Là, à ce stade-là, à ce moment-là, c'était de gauche. C'était dans leur... voilà, c'était un truc de démocrate de défendre TikTok. Donc, j'ai une question qui est un peu un contre-Uno. Parce que vu que tu es venu dans une émission politique, si tu avais une question à nous poser, laquelle serait-ce? Mais vraiment une vraie... Est-ce que vous avez des... C'est une question que j'aime bien de façon générale. C'est assez clair qu'on n'a pas comment dire, que les gens du futur vont nous juger très mal sur certaines de nos opinions. Oui. À votre avis, laquelle de vos opinions paraîtra complètement scandaleuse et horrible aux gens dans 100 ans? Je ne sais pas, peut-être une certaine défense de certaines œuvres culturelles, ou le fait de pas avoir arrêté Mélenchon. À savoir, je pense que l'exemple que tu as donné, à savoir la consommation de viande, est très probable. Niveau des mœurs, notamment les relations hommes-femmes. Et puis, la cause écologique. Et puis accessoirement, si on a laissé le fascisme revenir, on sera aussi jugé coupable qu'on a pu juger les gens au début du XXe siècle. Hein. On n'aura pas d'excuse plus que ça, peu importe ce qu'on a lutté, on aura échoué. Quoi. S'il y a encore le temps, j'aime bien parce que là c'était plutôt des cas de trucs qu'on aurait tolérés et que rétrospectivement on s'en indignerait.
Et le truc inverse, des trucs dont on s'indigne aujourd'hui et vous dites dans 100 ans on s'en indignera plus. Mais c'est beaucoup plus difficile de répondre parce que ça veut dire que pour répondre de façon Parce qu'en fait, honnête, il faudrait dire un truc qui va indigner tout le monde et vous dire non mais dans 100 ans on s'en souciera pas. Et ça c'est beaucoup plus périlleux de répondre à ce genre de questions. Ouais, on arrête. On nous dit d'arrêter, mais juste je ne sais pas parce qu'en fait je ne sais pas ce que sera la société dans 100 ans. Oui, c'est un pari, mais disons. Vu comment c'est parti, s'ils trouvent une IA écologique, il y a des chances que tout le monde finisse par s'en foutre. Voilà, et ben on s'arrête là, et puisque notre prochain invité vient d'arriver, merci beaucoup Thibaut, Merci. et merci vraiment de t'être prêté au jeu.